C'est parfait. Excusez-moi. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, mon nom est François Proulx, professeur associé, vous me connaissez tous, professeur associé à la chaire de recherche en eau potable. Et aussi, je travaille à la Ville de Québec comme expert scientifique et aussi comme conseiller scientifique pour la communauté métropolitaine de Québec. Nous avons aussi avec nous Emmanuel Rodriguez, qui est titulaire de la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval. Je vous remercie à tous d'avoir répondu nombreux à cette invitation de la chaire. Cette dernière conférence de la programmation hiver 2021. Et aussi, pour le souligner, c'est important, c'est le mois de l'eau. Le mois de juin, c'est le mois de l'eau qui a été décrété par l'Assemblée nationale du Québec. Donc, on est fiers de présenter une conférence dans le cadre de ce mois-là, le mois de l'eau. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler les règles de fonctionnement. Donc, on vous demande de garder vos micros et caméras fermés durant toute la durée de la conférence. Celle-ci devrait durer environ 30 minutes, après laquelle nous prendrons les questions des participants et participantes. À ce sujet, je vous invite à utiliser la fonction clavardage de Zoom et je relayerai par la suite la question à la conférencière. Si vous voulez prendre parole, c'est la même chose. Donc, vous me demandez la parole par le clavardage et vous pourrez vous adresser directement au conférencier. Excusez-moi, pas le conférencier, mais au conférencier. Si vous voulez discuter aussi, c'est la même chose. Donc, soit poser des questions ou discuter avec le conférencier. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Benoît Roig. Donc, M. Roig est diplômé d'un DEA de l'Université de Montpellier. Il a soutenu sa thèse de doctorat en chimie sur les applications analytiques environnementales de l'Université d'Aix-Marseille en 1999. Il a par la suite été enseignant-chercheur à l'École des mines d'Alès de 1999 à 2010. En 2010, il devient professeur d'université et responsable de l'unité biodiagnostique de l'École des hautes études en santé publique, et ce jusqu'en 2013, date à laquelle il a rejoint l'Université de Nîmes. De 2015 à 2019, il a été directeur de l'équipe de recherche Home, qui travaille sur l'évaluation et sur la gestion des risques émergents et chroniques par des approches pluri- et transdisciplinaires. Durant cette période, il est également vice-président de l'université en charge de la recherche et de la valorisation. Depuis 2019, il est président de l'université. Donc, M. Roig, président de l'université, est-ce que c'est comme chez nous, les recteurs de l'université? Je suppose, oui. Oui, donc, en fait, c'est comme nous, on appelle ça le big boss de l'université. C'est un peu ça. Il est président de l'université, fonction qu'il exerce actuellement, et ce jusqu'en novembre 2024. Ses travaux de recherche portent sur les sciences du risque à l'interface chimie-biologie, principalement sur les contaminants chimiques et biologiques de l'environnement et leurs effets sur la santé des populations. Ils sont à l'origine notamment de près de 70 articles dans les revues à comité de lecture, 4 directions d'ouvrage, 19 chapitres d'ouvrage et près de 80 communications orales ou affichées. Donc, le titre de la conférence de M. Roig est « Eau potable et contaminants émergents ». Vous, M. Roig. Merci beaucoup pour cette présentation et puis bonjour à toutes et à tous. Je pourrais dire bonsoir puisque en France métropolitaine, il est 18h. En tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et puis je vous remercie tout particulièrement la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval pour cette invitation. Alors, vous l'avez dit, je suis président de l'université, donc je ne peux débuter cette présentation sans aborder quelques mots à propos de mon université, juste pour vous situer un petit peu cet établissement. Donc, Nîmes, c'est une ville située dans le sud de la France, entre Montpellier et Nîmes et Marseille, pardon. L'université de Nîmes était un jeune établissement qui est classé dans la catégorie des universités pluridisciplinaires hors santé. Elle accueille actuellement 5800 étudiants, elle compte près de 260 personnels et elle délivre 46 diplômes. L'université a bâti sa notoriété sur 2 axes identitaires que sont les gestions de risques et le design social. Je ne vous parlerai juste que des risques puisque je fais partie de l'équipe Chrome dont vous l'avez rappelé, s'intéresse en fait à la gestion des risques chroniques émergents à l'interface environnement-santé. En d'autres termes, en fait, on s'intéresse à des environnements perturbés et on essaie d'évaluer l'impact que ces environnements perturbés peuvent avoir sur la santé des populations.
Dans ce cadre, nous étudions les différents compartiments environnementaux, dont les eaux, d'où le sujet proposé aujourd'hui pour cette conférence. Donc, permettez-moi dans un premier temps de définir un petit peu ce que nous entendons par risque émergent. Alors, les risques émergents, il y a plusieurs cas qui peuvent définir ces risques-là, notamment, ce peut être des risques liés à l'apparition de nouveaux dangers, à l'apparition de nouvelles expositions ou bien résultant de la combinaison des deux. Alors, la problématique d'un risque émergent, c'est le terme nouveau. Et donc, en fait, on peut la définir d'une autre façon en disant qu'un risque émergent, c'est tout risque nouveau ou suscitant une nouvelle préoccupation ou une préoccupation croissante. On peut ainsi définir trois typologies. Donc, ça peut être un risque qui n'existait pas auparavant et qui arrive d'un seul coup. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est la COVID-19. Mais ça peut être également un risque qui n'existait pas auparavant dans une localité donnée. Je prendrai l'exemple de la dengue et du chikungunya, par exemple, qui sont bien connus en Afrique et qui, dans le sud de la France, apparaissent de plus en plus depuis quelques années. Donc, c'est un risque émergent pour le sud de la France, alors que c'est un risque qui est bien connu des pays africains. On peut également le définir, un risque émergent, comme étant un problème qui est connu de longue date, mais qui est considéré comme un risque dans un moment donné grâce à l'évolution soit de la perception du public ou de la société, soit parce qu'il y a de nouvelles connaissances scientifiques qui viennent d'apparaître. Et c'est le cas notamment, et j'en reparlerai plus tard, de la problématique des médicaments dans les eaux, les médicaments que l'on consomme depuis plus des centaines d'années et dont la problématique relative aux eaux est arrivée il y a une quinzaine d'années sur le devant de la scène. Alors, ces risques émergents présentent quelques caractéristiques telles que, je viens de le dire, il y a des connaissances scientifiques qui sont faibles, voire dans certains cas inexistantes, et pour autant, la thématique suscite de l'intérêt. Dans ce cadre-là, parfois, ce sont des risques qui ne sont pas perceptibles ou alors qui arrivent à des fréquences très, très faibles. Pour ces deux cas, ils représentent une réelle difficulté pour les scientifiques de les caractériser et de les évaluer, ce qui peut poser un problème dès lors qu'une situation se produit et qu'on demande très rapidement aux autorités scientifiques ou aux autorités locales de donner des informations sur ce qui se passe réellement. Et le tout faisant que ces situations-là ou ces risques-là génèrent de fortes inquiétudes pour les populations qui vont du coup se construire une représentation erronée de ces risques à partir d'éléments hétéroclites, des éléments non factuels et souvent peu rationnels. Et ce sont des risques également qui, compte tenu de ces incertitudes, vont être source de conflits et de judiciarisation qui est de plus en plus croissante, notamment, en tout cas, en France. On note différents types de risques émergents, des risques de type physique, des risques de type chimique, des risques de type biologique, des risques que j'identifierai comme mixtes ou transversaux qui peuvent coupler différentes catégories physiques, chimiques ou biologiques. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas les détailler, mais certains de ces risques sont liés à des procédés, à des processus, à des technologies ou bien à des substances, qu'elles soient chimiques ou biologiques. Dans ce dernier cas, on va parler de substances, de contaminants ou de polluants qu'on appelle émergents, et je les ai surlignés en rouge. Je reviendrai sur certains d'entre eux en vous donnant des exemples par la suite. Donc, cette problématique des contaminants émergents, en fait, elle est grandissante, et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, on a une forte augmentation depuis les années 2000 du nombre de publications scientifiques correspondant notamment aux contaminants émergents et l'eau. Alors, deux facteurs sont, en tout cas, peuvent être à l'origine de cette attention particulière sur ce type de contaminants. Des facteurs que je considérerais, que je définirais comme techniques, et des facteurs populationnels. Les facteurs techniques, notamment sur les contaminants dans les eaux, ils sont essentiellement dus à la capacité et aux performances analytiques ou des appareils analytiques qui ont fortement progressé ces 20 dernières années. Aujourd'hui, il est quasiment possible de mesurer tout type d'agent chimique ou biologique dans n'importe quelle matrice environnementale ou clinique. Cette capacité d'analyse, même à de très faibles concentrations,
de l'ordre du picogramme par litre, parfois un peu moins, nous permet en fait d'avoir accès à des informations que l'on n'avait pas auparavant. Autre facteur technique qui contribue à l'émergence de cette problématique, c'est également l'évolution des installations et des procédés de potabilisation notamment ou d'assainissement qui commencent à être moins efficaces sur certains types de contaminants, tout simplement parce que les procédés conventionnels ne sont pas adaptés à la structure, en tout cas, ou l'activité de ces molécules. Au total, en fait, on s'aperçoit que l'on va avoir une diversité de substances que l'on est capable aujourd'hui de détecter alors qu'on n'était pas capable de les détecter précédemment et qui vont générer un certain nombre d'inquiétudes. Donc, ces inquiétudes, elles font suite au deuxième type de facteur qui, de mon point de vue, est important dans cette problématique grandissante, c'est les facteurs populationnels et notamment, compte tenu de ce que j'ai dit, des incertitudes et du faible nombre d'informations que l'on va avoir indépendamment d'une concentration, c'est la perception des populations par rapport à cette problématique ou la représentation des risques que se font ces populations et, in fine, l'acceptabilité que peuvent avoir des personnes d'être ou pas exposées à des contaminants de ce type-là. Je parle bien de contaminants et pas de polluants. On pourra éventuellement revenir sur la distinction que je fais entre ces deux termes. S'agissant de l'eau potable, par exemple, on s'inquiète beaucoup et de plus en plus du fait que l'eau potable puisse être affectée par des contaminants émergents, menaçant potentiellement la santé humaine, indépendamment de la concentration à laquelle on va la retrouver dans ces eaux potables. On y reviendra également par la suite, mais le fait juste qu'il y ait la présence dans une eau potable met une certaine inquiétude au niveau des populations qui vont exercer une pression médiatico-politique qui va se traduire par la suite par des prises de décision qui peuvent être parfois incongrues, c'est-à-dire qu'on va notamment obliger des stations de traitement à imposer des procédés supplémentaires alors que les concentrations ne le méritent pas. Alors, si je regarde maintenant les contaminants émergents dans les eaux, si on va un peu plus dans le détail, on peut distinguer ces contaminants émergents, en tout cas, je les ai distingués arbitrairement en 3 catégories, notamment en fonction de la teneur de la littérature scientifique. Donc, il y a ce que j'ai appelé les classiques. Donc, ce sont les substances les plus étudiées et qui représentent environ les 3/4 de la littérature scientifique. Ce sont les produits pharmaceutiques et les produits corporels, les perturbateurs endocriniens ou les pesticides polaires. Ces 3 catégories, notamment de contaminants, font l'objet d'une grande part de la littérature scientifique. Nous trouvons également ce que j'ai appelé les récents. Donc, ça, ce sont des substances qui commencent, dont la teneur de la publication scientifique commence à être intéressante. Donc, je parle notamment des nanoparticules, des sous-produits de désinfection ou des sous-produits de dégradation, également les drogues illicites. Et enfin, ceux que j'ai considérés ou définis comme les futurs contaminants émergents. Donc là, ce sont vraiment des contaminants qu'aujourd'hui, on commence à avoir quelques publications, mais qui, à ne pas en douter, vont concerner les 10-15 prochaines années, tout simplement parce que dès à présent, je vous le spécifierai en conclusion, on a une évolution de la réglementation qui se fait dès à présent sur ces molécules-là, en tout cas sur ces contaminants, et je pense aux microplastiques et aux micro-organismes, notamment tout ce qui est viral. Alors, tout ce qui est contaminant émergent dans les eaux, c'est la prise en compte, en fait. Pourquoi ils sont arrivés sur le devant de la scène? En fait, c'est globalement, ça répond à un schéma relativement classique que je vous ai représenté ici. En fait, au départ, ça part de la détection et l'identification dans les eaux usées. Aujourd'hui, je le disais, on est capable de mesurer tellement de choses avec les techniques analytiques que quand on fait un run analytique en chromatographie couplé avec la spectrométrie de masse en tandem ou pire, on est capable d'identifier un grand nombre de molécules. Et donc, forcément, quand on fait des screenings sur des eaux, on va trouver des molécules qui sont inconnues et à des concentrations faibles. Et donc, dès lors qu'on les détecte et qu'on les identifie, ils sont marqués sur une liste et on va se poser la question de l'efficacité du procédé de traitement.
et par la suite de la recherche dans les eaux usées, dans les eaux de surface. Et comme de plus en plus, en tout cas en France, on va utiliser les eaux de surface comme source d'approvisionnement pour les eaux potables, ça se termine par de la recherche dans les eaux potables. Et in fine, si on en retrouve des traces, on va rechercher le comportement lors des procédés de potabilisation. Tout ça, en fait, pour vous indiquer qu'en termes de littérature scientifique, on trouve énormément de publications, ou en tout cas de travaux sur les eaux usées, et un peu moins dans les eaux potables, même si de plus en plus, on trouve quand même des données. À ce stade de la présentation, je vais vous donner quelques exemples pour être un petit peu plus précis dans cette problématique. Et je commencerai par le premier exemple que je souhaitais vous citer, c'est la problématique des produits pharmaceutiques. Puisque si vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche contaminants émergents dans les eaux, vous allez tomber à coup sûr sur les produits pharmaceutiques. Et en plus, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis une dizaine d'années. Et donc, on a notamment publié un ouvrage en 2015 et je n'ai pas updaté les données, mais juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur de la tâche. Dans cet ouvrage, on avait référencé le nombre d'études qui étaient parues. On avait noté environ un millier de publications en tapant uniquement Pharmaceutical and Waters sur des études d'occurrence uniquement. Des publications qui prenaient de 71 pays et qui screenaient au total à peu près 400 substances sur les 4000 qui sont disponibles dans la pharmacopée. Et donc, en fait, on s'était dit qu'on avait pas mal de travail à l'avenir, puisque actuellement, on ne détectait que 10% de ce qui est potentiellement trouvable dans l'environnement. Cette problématique a pris énormément d'influence, d'importance. Donc, il y a énormément de travaux qui ont été menés, notamment pour regarder les concentrations et la contamination des différents types de compartiments environnementaux. Et donc, je vous ai résumé ici très rapidement dans les compartiments eau, que ce soit les eaux usées, les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux potables. En fait, on s'aperçoit finalement qu'on a des concentrations qui sont relativement limitées, notamment dans l'eau potable, où on trouve des dizaines de nanogrammes par litre maximum. On peut aller dans certains cas et dans certains pays qui ont des traitements un peu moins évolués, on peut aller sur des concentrations dans les eaux usées, voire dans les eaux de surface, de plusieurs centaines de microgrammes par litre, mais ça ne va pas au-delà. Juste pour remettre quand même les concentrations dans leur contexte, si on prend par exemple l'ibuprofène ou le paracétamol que je n'ai pas indiqué là, qu'on va retrouver à des 10 ou 20 nanogrammes par litre dans l'eau potable, il faut comparer ça. Donc 10 nanogrammes, 10-9 grammes, alors qu'on a des prises thérapeutiques qui sont autour de 500 mg à 1 gramme par litre par prise. Donc voilà, on est un facteur de 1 milliard de fois plus faible que ce que l'on trouve, en tout cas de la dose thérapeutique. Et pour autant, malgré ceci, il y a énormément de travaux qui ont été menés spécifiquement sur ces produits-là en termes d'évaluation des risques et d'évaluation de la contamination. Plus ça a progressé dans le temps, depuis les années 2010, en fait, les produits pharmaceutiques sont rentrés dans un contexte beaucoup plus général de contaminants of emerging concerns. Et donc maintenant, on trouve des publications qui associent un petit peu ces produits pharmaceutiques à d'autres types de contaminants émergents. Et je voulais vous montrer ces travaux très récents de 2021 qui ont screené 177 contaminants émergents provenant d'un large panel de produits, tels que des pesticides, des produits pharmaceutiques, des produits perfluorés, des hormones, des retardeurs de flamme. Et en fait, dans ce travail, ils ont évalué la concentration dans les eaux destinées aux eaux potables et dans les eaux distribuées. Et entre-temps, évaluer l'efficacité des traitements de potabilisation. Et en fait, on s'aperçoit que, ici, je vous ai représenté sur cette diapositive, les concentrations globales retrouvées dans les eaux potables, dans les eaux distribuées, sur une douzaine de stations d'épuration dans différents pays. Et en fait, on s'aperçoit que, pris de manière individuelle, chacune des classes de contaminants sont relativement faibles. Par contre, on peut arriver à des valeurs relativement importantes lorsqu'on fait la somme. À noter dans cette étude un contaminant pour lequel aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'études, mais qui risque a priori de faire l'objet d'autres
d'autres problèmes, enfin, d'autres travaux, qui est le sucralose. Alors, pour la petite information, le sucralose, c'est la molécule qu'on utilise pour substituer le sucre classique, hein, donc c'est notamment dans les produits candérés. Donc, dans cette même étude, voilà, ils ont évalué l'efficacité des procédés de potabilisation. Ils ont testé un certain nombre de couplages, hein, chloration, ozonation, chloration, UV, charbon actif, ultrafiltration, ozonation, chloration, charbon actif, etc. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, l'efficacité est relativement importante, mais également, elle varie en fonction des substances et des molécules. Donc, tout ça pour dire que en fait, la présence dans les eaux potables de ces contaminants-là représente quand même un enjeu parce qu'on s'aperçoit que les procédés de potabilisation, même ceux les plus avancés, ne contribuent pas forcément à éliminer la totalité de ces contaminants. Pour autant, cette volonté en fait, d'abattre ces faibles concentrations va engendrer une problématique complémentaire qui est la formation de sous-produits de dégradation. Et il y a des travaux scientifiques qui montrent que dans certains cas, et je vous le montre ici sur l'exemple de la carbamazépine, qui est un dérivé pharmaceutique, en fait, soumis à la chloration, va générer un certain nombre de sous-produits dont certains d'entre eux vont arborer des structures chimiques qui peuvent avoir des toxicités supérieures à la molécule mère. Et donc, en fait, ces travaux montrent que pour abattre des concentrations relativement faibles qui ne présentent pas dans un premier temps de risque particulier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les surveiller, en fait, on va mettre en place des traitements avancés qui peuvent être contre-productifs puisqu'on peut se retrouver avec des problématiques de toxicité plus importantes. Dans le même ordre d'idées, les drogues illicites, alors un autre type de contaminants que l'on retrouve dans de nombreux travaux dans les eaux usées et qu'on a recherché dans les eaux potables. Et donc là, je vous ai montré également, je vous montre ici également un papier assez récent qui montre qu'on trouve, hein, on peut retrouver, donc là, ce sont des exemples ici au Royaume-Uni, mais qui est en comparaison avec d'autres études entre les années 2015 et 2020, d'autres travaux en Europe, au Japon et en Amérique du Sud, où on montre très bien qu'on peut retrouver des concentrations de drogues, parfois dures, hein, telles que la cocaïne, qui peuvent être à des concentrations relativement importantes. Donc là aussi, ce sont des sujets d'intérêt qui posent problème, notamment en termes de santé publique. Dans le même état d'esprit, alors c'est un peu plus fun, comme vous dites chez vous, c'est la recherche actuellement d'un composé qui s'appelle l'enzyme phosdiestérase type 5, dit PDE5I, en fait, qui rentre dans la composition du sildenafil, autrement appelé Viagra. Et donc, il y a un article très récent, vous voyez, de mai 2021, qui a mis en évidence la proportion de forte concentration dans les eaux usées d'un quartier de Séoul pour lequel il n'y avait pas de maisons de retraite ou de population âgée particulière, mais par contre qui était caractérisée par des établissements de boissons assez fortes. Alors, si on veut pas rester sur du commérage, je dirais, ce type d'article est quand même relayé par des articles scientifiques de renom, et notamment Scientific Reports de Nature, où on a réellement cette préoccupation qui est étudiée de façon très sérieuse et qui montre en fait qu'on trouve de plus en plus de cette molécule dans les eaux usées et donc et que les processus classiques de station d'épuration, notamment biologique, ne sont pas efficaces et donc on va les retrouver dans les eaux de surface. Et donc là, il est en train de monter une problématique eau potable ou en tout cas exposition des populations à ce genre de molécules. Je ne voulais pas terminer ces exemples sans citer deux autres types de contaminants un peu moins chimiques. Alors, le premier, c'est un contaminant physique, donc les microplastiques. Donc là, encore une fois, les publications en sont à leur début, mais en fait, notamment dans les eaux potables, j'ai quand même trouvé quelques-uns, et notamment celle-ci de 2021, qui montre que dans 100% des eaux de consommation, qu'elles soient potables, enfin, du robinet ou minérales, en fait, on a trouvé dans 100% des échantillons des microplastiques inférieurs à 50
micromètres. Et on en retrouve, hein, on en retrouve de différentes sortes. Et en fait, on les retrouve également dans pas mal d'aliments, qu'ils soient issus de la mer ou autres. Le dernier exemple que je voulais vous citer également, c'est, vous ne pouvez pas passer au travers, c'est le virus de la COVID-19, tout simplement parce qu'on est en plein dedans et que vous avez dû voir qu'il y avait des données qui estimaient qui essayaient d'estimer l'évolution de la pandémie en fonction de la concentration que l'on pouvait trouver dans les eaux usées, tout simplement parce que ça permettait de mettre en évidence les personnes infectées, mais qui n'étaient pas donc qui étaient infectés, mais en fait qui ne développaient pas la maladie. Et donc en fait, depuis 2020, on a eu presque plus de 200 000 publications Covid-19, tout type confondu. Quand on restreint à la partie Covid-19 et aux sciences et technologies, on tombe quand même uniquement en 2020 à 262 études dans 67 pays. Donc, c'est assez impressionnant le nombre de publications qui ont réussi à sortir en aussi peu de temps. Mais globalement, sur cette problématique qui, à mon avis, continuera de progresser, en fait, en termes de risques, on s'aperçoit finalement que les risques sont relativement faibles, tout simplement parce que les coronavirus, on les connaît depuis un certain nombre d'années. On sait qu'on en retrouve dans les eaux, mais par contre, ils sont extrêmement sensibles aux oxydants, et notamment le chlore. Et donc, a priori, et selon l'OMS, il y a de faibles chances, en tout cas un risque très très faible, d'en retrouver dans les eaux de potable. Voilà, avec ces exemples et ces exemples-là, je voulais vous montrer quand même que les contaminants émergents dans les eaux, c'est une problématique qui est d'intérêt, pas uniquement pour un seul pays, mais pour de nombreux pays. Hein. Ce type de carte, on peut les retrouver sur d'autres types de contaminants. Mais je voulais quand même conclure sur 2 points qui me semblent essentiels. C'est de vous dire que déjà, la qualité des eaux potables, c'est un sujet d'intérêt permanent pour l'ensemble des autorités sanitaires de tous les pays, tout simplement parce que derrière, il y a des populations qui consomment. Et c'est d'autant plus important, en tout cas en France, parce qu'on a une tendance actuellement de dégradation de la qualité des ressources et donc de plus en plus de difficultés de traiter ces eaux avant de les distribuer. Et je voulais juste vous montrer ce graphique qui a été réalisé en France entre 1980 et 2019 et qui met en évidence le nombre de captages d'eau potable qui ont été fermés dans cette période-là. C'est près de 12 500 captages d'eau potable qui ont été fermés en cause d'une dégradation de la qualité de la ressource dans près de 40% des cas. Et cette dégradation de la ressource est dont l'origine est la présence de contaminants exogènes, en fait, qui sont difficilement traitables par les processus classiques de potabilisation, dont des hydrocarbures, des sulfates, etc., mais dont les molécules dont je vous ai cité tout à l'heure. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une forte préoccupation parce que en France, actuellement, on a près de 38 000 captages en activité. Donc, dans l'intervalle, on en avait près de 50 000 et depuis 1980, on en a perdu 2 500. Donc, ça, c'est une problématique importante. Le deuxième point de conclusion que je voulais vous donner, c'est que les contaminants émergents, je vous l'ai dit, c'est un sujet d'intérêt scientifique parce qu'il était important et extrêmement urgent d'acquérir de la donnée scientifique pour pouvoir les caractériser et pour pouvoir estimer les risques qui sont derrière ces contaminants. Mais par contre, c'est un fort sujet d'intérêt médiatique. Et là, ça met un trouble au niveau de la communauté scientifique parce que, je le disais en introduction, on est obligé de travailler sur ces problématiques parce que derrière, il y a une demande. Et je voulais juste vous montrer cet exemple de communication au sujet d'un projet émergent qui a fait un petit peu de mal dans les années 2010. Quand je dis de mal, c'est en termes de sérénité pour traiter cette problématique, c'est les produits pharmaceutiques de l'environnement. Donc, vous voyez ici quelques exemples d'articles grand public avec des titres extrêmement accrocheurs, mais accrocheurs dans le mauvais sens, c'est-à-dire que
pour des concentrations très en deçà, 1 milliard de fois plus faibles des doses thérapeutiques. On a eu des articles avec des termes assez forts et comment dire, assez anxiogènes pour les populations et donc derrière une pression extrêmement forte sur les autorités pour mener à bien des études. Les deux cumulés, l'intérêt pour la qualité des eaux potables, l'intérêt pour les contaminants émergents font que, en tout cas au niveau français, voire européen, il y a des tendances à évoluer dans les comportements, notamment s'agissant d'essayer de réduire les actions qui produisent ces contaminants, mais également des évolutions des réglementations. Et je voulais terminer cette présentation en vous montrant un petit peu jusqu'où ça peut aller dans l'évolution de la réglementation. Donc, cette problématique émergente pour lesquelles, encore une fois, je le répète, il faut toujours le répéter, on n'a pas forcément suffisamment de données pour évaluer le degré de risque qu'il représente. Ben, ça se traduit aujourd'hui par une modification de la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine, la Drinking Water Directive, qui a été modifiée. Les dernières modifications datent de décembre 2020 et ont été introduites des articles de ce type-là qui demandent en fait de la mise en place d'une liste de vigilance s'agissant de produits un peu particuliers tels que des produits qui perturbent le système endocrinien, les fameux perturbateurs endocriniens, les produits pharmaceutiques, les microplastiques, tout simplement pour répondre aux préoccupations croissantes du public. Vous voyez, au niveau auquel on se trouve actuellement. Dans le même ordre d'idée, cette même directive en fait, demande aux États membres de surveiller ces polluants. Et il cite encore une fois les produits pharmaceutiques ou encore certains pesticides et la nécessité encore une fois de recenser les dangers dus à ces polluants-là. Et lorsque les eaux de surface sont utilisées pour la consommation humaine, donc là on est vraiment même sur les eaux de surface en fait, les États membres doivent accorder une attention dans l'évaluation des risques et ils ciblent très spécifiquement les micropolluants, ou en tout cas les contaminants dont je vous ai fait l'objet aujourd'hui, les microplastiques ou les composés perturbants, les perturbateurs endocriniens. Et la dernière évolution de cette directive, c'est qu'elle demande en fait aux États membres pour, à échéance 2019, d'établir un rapport sur le danger potentiel que représentent ces différents contaminants. Et encore une fois, ils citent nominativement les microplastiques, les produits pharmaceutiques et, ce qui est intéressant, d'autres nouveaux types de contaminants, donc d'autres contaminants émergents qui pourraient arriver d'ici janvier 2021. Voilà. J'en ai terminé, je suis à votre disposition et je vous remercie de votre attention. Donc, merci beaucoup, M. Roig. Très intéressante présentation. Il y a eu plusieurs interventions dans le chat, dans le clavardage. Donc, au niveau, notamment de M. Fourré, là, qui nous a mis des références à des travaux qui existent dans le domaine. Donc, j'inviterai les gens à assister à ça. Il y a René, donc je ne connais pas le nom de famille, donc je m'excuse, je vais l'appeler René. Il nous pose une question. Pouvez-vous nous parler de la baisse du QI constatée dans la population par rapport aux perturbateurs? Est-ce vraiment démontré? La baisse du quotient intellectuel? Oui, oui. Alors, à ma connaissance, non. Ce qui a été démontré sur les perturbateurs endocriniens, c'est une baisse de la fertilité, clairement. Alors, là aussi, il faut modérer le propos, en fait. Ce n'est pas tous les perturbateurs endocriniens, mais il y a un certain nombre de molécules chimiques qui ont été identifiées comme étant perturbateurs endocriniens. Alors, la baisse de la fertilité. Par contre, sur le quotient intellectuel, en tout cas, moi, je n'ai pas vu grand-chose là-dessus. Ce qui existe au niveau du QI, si je peux compléter, c'est au niveau du plomb dans l'eau potable, qui n'est pas un contaminant, on ne considère pas comme un contaminant émergent ou d'intérêt émergent, parce qu'il existe dans la plomberie domestique ou municipale depuis plusieurs années. Donc, lui est lié à des problèmes de développement neurologique chez l'enfant surtout, et des problèmes aussi de QI. Mais moi non plus, je n'ai pas vu non plus dans mes lectures d'autres effets par rapport au QI. Il y a Gassen Ibrahim qui dit « Qu'est-ce qui fait que le Vietnam
soit aussi bien positionné en termes de rabattement de contaminants émergents, bien plus que certains pays qui semblent avoir des systèmes de traitement plus avancés et donc peut-être plus efficaces. Alors, sur ce travail-là, il faut mettre quand même quelques bémols parce que euh, toutes les molécules ne sont pas identifiées en fait, dans les mêmes, au niveau des différents pays. Donc, il y en a 177 qui ont été analysées sur l'ensemble, mais du coup, en termes d'occurrence, on ne retrouve pas les mêmes. Et après, sur le Vietnam notamment, par exemple, en fait, on a sur l'ensemble des 10 stations de potabilisation, en fait, on a différents types de traitements et, et donc en fonction du traitement et des molécules qui les concernent, en fait, ils peuvent avoir un niveau d'abattement qui va être plus important que d'autres. Si je prends par exemple la problématique des pharmaceutiques que je connais bien, en fait, on s'est aperçu qu'on avait une forte différence entre, par exemple, l'abattement d'anti-inflammatoires ou d'antibiotiques. Dans cette étude, donc, comme ils font enfin, ils présentent dans le graphique les pharmaceutiques dans leur intégralité, il faudrait aller voir dans le détail quel type de pharmaceutique, par exemple, il y avait à traiter au Vietnam par rapport aux autres pour voir s'il n'y a pas la nature de la molécule qui est en cause. Mais en tout cas, dans ce papier-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des processus de potabilisation extrêmement complets. Et je citais, je citais des couplages de process que l'on ne trouve pas forcément partout. Quand on a la chloration, l'ozonation, la désinfection UV et le charbon actif, c'est quand même assez important comme traitement. Quand même. Une question ici. Donc, le nom de la personne n'est pas identifié, c'est POUD 1803, je ne sais pas c'est qui. Est-ce que la grande mobilité des risques émergents à travers le monde ne devrait pas amener la communauté internationale à globaliser les solutions sur des problèmes locaux et de ne pas attendre que ça finisse par se généraliser? Donc, agir rapidement, ne pas attendre. La problématique que l'on a, enfin, moi, ça c'est mon analyse. Hein. Aujourd'hui, sur les risques émergents, on est extrêmement lié à la pression populaire, en fait. Et d'un pays à l'autre, on ne va pas avoir la même pression, clairement. Et donc, pour homogénéiser une approche au travers d'un groupe de pays, ça va être compliqué, tout simplement parce que derrière, enfin nous, par exemple en France, hein, je prends ce que je connais le mieux, hein, on a eu vraiment dans les années 2000, mais on a eu une pression mais exceptionnelle sur les produits pharmaceutiques dans les eaux. Mais exceptionnelle. On n'avait pas une semaine sans voir un article dans la presse grand public sortir sur les dérives, sur l'inefficacité, sur... Et donc là, il y a les pouvoirs publics qui se sont sentis de mettre en place vraiment tout de suite des mesures, des études, alors qu'à côté de ça, on avait la problématique de l'aluminium dans les eaux potables qui était beaucoup plus importante à traiter, ou du radon sur certains points. Et ça, pour le coup, on ne s'y occupait pas. Vous voyez, et c'est là où c'est un peu délicat parce que autant scientifiquement, c'est très intéressant d'aller travailler sur ces problématiques émergentes, tout simplement parce que derrière, en tout cas, nous, c'est notre approche dans mon unité de recherche. On essaie vraiment de voir comment on peut travailler en amont et pas faire du end of pipe parce qu'on voit bien la problématique du end of pipe. Au bout d'un moment, en France, on dit c'est la course à l'échalote, c'est-à-dire que c'est jamais suffisant, de toute façon, parce qu'un traitement n'est pas valable pour l'ensemble des contaminants. Donc, si on doit fabriquer des stations avec des dizaines et des dizaines de traitements, au bout d'un moment, l'eau potable, elle aura un coût tellement important qu'il vaudra mieux aller acheter de l'eau vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment très compliqué. Et puis les directives, en tout cas en Europe, la directive européenne, en fait, il y a une transcription qui se fait dans chaque État membre. Et chaque État membre, en fait, va établir ses propres priorités par rapport aux directives. Merci. Donc, on a vécu la même problématique ici au Québec. Des fois, en se concentrant sur quelque chose qui sort dans les journaux,
la santé publique dit qu'il y a des risques beaucoup plus importants ailleurs, mais ça nous détourne de ces risques-là parce que les journaux nous forcent à agir ou les politiciens nous forcent à agir sur une problématique qui n'est pas aussi importante que d'autres, comme par exemple le radon, entre autres, on peut remarquer. Là, il y a quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure, mais là, la main est baissée. Je ne sais pas si ça veut prendre parole, Mme Sawyer. Je ne sais pas si, en tout cas, qu'elle me fait signe via peut-être le chat, si elle veut reprendre parole, parce que la main est baissée. Ah, elle est là, Mme Sawyer. Oui, il faudrait allumer votre micro. Oui. Bonjour, merci beaucoup. J'ai communiqué avec vous, M. Proulx, mais on a eu un webinaire hier sur le nucléaire. Je me demandais pourquoi la contamination nucléaire ne faisait pas partie des contaminants émergents. Je sais que c'est presque impossible à décontaminer, mais il y a certaines choses qui peuvent être faites. Puis personne, en fait, décontamine, sinon le nucléaire. Puis on a des gros problèmes qui s'en viennent ici au Québec là, par rapport à ça. Ah ben, vous avez totalement raison. C'est ce que je voulais, vous voyez, c'est ce que je voulais vous parler tout à l'heure. C'est des risques réels sur lesquels on ne s'intéresse pas et des risques un peu moins réels sur lesquels on s'intéresse. On a cette problématique sur ce qu'on appelle les émissions à faible intensité. C'est notamment les rejets des centrales nucléaires qui rejettent des eaux avec de la radioactivité, mais à très très faible seuil, et qui, donc, par rapport au seuil de radioactivité, ne présente pas a priori de danger, mais pour autant n'est pas soumise à quoi que ce soit en termes d'études, ou en tout cas n'est pas référencée comme contaminant émergent. Et c'est là où on voit l'incohérence un petit peu, parce que si on fait l'équivalence entre un contaminant qui a une concentration faible, sans impact sur la santé d'un organisme, et une radioactivité faible sans impact sur un organisme, dans un cas, on va mettre des moyens extraordinaires pour essayer de comprendre pourquoi et essayer de traiter, et dans l'autre, on ne fait rien. Voilà, donc on a le même problème chez nous, et alors, je ne sais pas chez vous, mais bon, nous, tout ce qui est autour du nucléaire, c'est extrêmement sensible au niveau français. Et donc, c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études qui se font sur cette problématique-là, mais par contre, ce n'est pas forcément très médiatisé. Et dès que vous rentrez en collaboration ou en partenariat avec des usines ou des centrales nucléaires, on a plutôt des besoins de confidentialité quant aux résultats de nos études, plus que dans une volonté de publication, même si dans certains cas, c'est plutôt positif, hein, mais ils préfèrent pas trop communiquer sur ce sujet-là. Et puis sur le nucléaire, très honnêtement, il y a plutôt la problématique de tout ce qui est déchets aujourd'hui, déchets solides qui priment par rapport à des émissions faibles intensité. Donc voilà, là où il y a aussi sur le nucléaire, il y a de la hiérarchisation sur les risques qui font qu'on est plutôt sur aujourd'hui le démantèlement ou la gestion des déchets plutôt que les émissions des eaux un peu contaminées. Merci beaucoup. Il y a Mme Pauline Marquet qui nous demande comment surveiller les polluants et évaluer les risques liés à ces contaminants. L'Union européenne a-t-elle établi des indicateurs et seuils critiques liés à ces nouveaux contaminants? Alors, ça, c'est la problématique, en fait. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a, sur les pesticides, par exemple, on a des normes, c'est du 0,1 microgramme par litre par pesticide, ou c'est du 0,5 quand on prend une somme. Dès lors qu'on parle de contaminants émergents, il y a eu des tentatives de faire une homologie avec les pesticides. Et à un moment donné, il y a eu l'idée pour les produits pharmaceutiques, notamment, de mettre également le même seuil de 0,1 microgrammes par litre. Le problème, c'est que ça n'a aucune réalité scientifique. Et pour mettre un seuil, il faudrait arriver à établir une dangerosité, c'est-à-dire une concentration à partir de laquelle on peut avoir un impact avéré. Or, sur les polluants émergents, de ce type-là notamment, la problématique, elle se fait sur du long terme. Et on est vraiment sur de la contamination chronique et de l'effet chronique. Et donc, cette chronicité, c'est plus compliqué à y mettre une valeur. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne, aujourd'hui, commence plutôt par demander aux États membres
d'être vigilant, d'établir une liste de vigilance des contaminants, de ce type de contaminants, de commencer à faire une surveillance, donc inclure dans les listes des contaminants à mesurer ou à détecter ces contaminants-là et d'essayer de voir un petit peu l'évolution et en parallèle mettre en place des études de toxicologie ou d'écotoxicologie. Mais si encore une fois je reste sur ce que je connais un petit peu, c'est les produits pharmaceutiques, les études toxicologiques, elles ont été faites, puisqu'elles ont été faites au niveau de l'autorisation de mise sur le marché. Mais on se retrouve à des concentrations en toxicité aiguë qui sont de plusieurs grammes. Et là, on est sur du nanogramme. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des études sur du long terme, puisque les études quand même qui ont été faites sur ces molécules-là montrent que c'est sur les organismes aquatiques notamment, c'est sur la deuxième ou la troisième génération que commencent à se produire des modifications de santé. Donc voilà, ce n'est pas forcément évident de mettre des seuils et on en est vraiment sur, par contre, les identifier, les détecter, les quantifier et ensuite surtout évaluer la toxicité. Merci. Ici, il y a Diou Raouni Toutiane qui voudrait prendre parole. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez allumer ouvrir votre caméra, votre micro. Bonjour. Attendez, je vais allumer ma caméra. Parfait. Oui, est-ce que vous entendez? Oui. Oui, en fait, je voulais simplement poser une petite question par rapport à quel doit être le comportement de la communauté scientifique par rapport vraiment à cette grande mobilité. Vous avez parlé du virus de chikungunya en France. On a vu avec la rapidité avec laquelle le Covid a mis du désordre dans le monde tout entier et la société scientifique s'est levée tout de suite pour trouver des solutions. Sur la base de cet exemple, comment la société scientifique devrait-il se comporter pour la suite? Là, vous avez parlé du virus de chikungunya, mais en Afrique, il y a pas mal d'autres problèmes comme le paludisme qui tue des milliers de personnes depuis des milliers d'années et puis personne ne réagit. Donc, c'est vraiment pour moi comment la société scientifique pourrait, sur la base du Covid qui a fait énormément de désordre et de dévastation, désormais fonctionner pour permettre de solutionner les risques localement au lieu d'attendre que ça se transporte ailleurs. Alors, si je peux me permettre, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux. Parce que la différence entre chikungunya et la dengue que nous, on voit en France, c'est qu'il n'y a pas de transmission homme-homme, en fait, de ces problématiques-là, alors que le Covid-19, forcément, il y a une contamination intra-humaine. Et donc, le mode de diffusion, et on l'a vu, hein, je veux dire, ça a été extrêmement violent et rapide, la Covid. Et donc, je ne pense pas que, et c'est dommage, hein, attention, hein, je ne dis pas que, mais je ne pense pas que ce qui s'est passé avec la Covid va faire en sorte que les choses vont changer pour effectivement le paludisme qui est la cause de mortalité la plus importante, je crois, au niveau mondial. Donc voilà, juste après, je ne sais pas comment il faut faire pour traiter ces problématiques-là qui ne sont pas, pour le coup, qui sont pas émergentes, qui sont extrêmement anciennes et bien connues. Mais en tout cas, ce que je peux sûrement dire, c'est que ce n'est pas la crise de Covid qui va faire changer le processus parce que ce n'est pas le même mode de transmission. C'est presque plus qu'une question de politique qu'une question scientifique, en fait. Parce qu'il faut mettre les moyens, en fait. C'est une question de vouloir mettre les moyens. Donc, on arrive, alors, ce qui est embêtant, c'est que quand, et là, par contre, ça peut être intéressant, quand cette problématique est arrivée en France, nous on a vu arriver, c'est vraiment pas vieux, hein, il y a entre 5-10 ans, quelques cas de chikungunya ou de dengue dans le sud de la France. En fait, on a réussi quand même à stopper,
à faire en sorte qu'il n'y ait pas une explosion de ces cas-là. Donc, il y a eu quand même des mesures qui ont été faites, des moustications, des mesures comment dire, de mobilisation de la population, notamment sur les eaux stagnantes, etc., etc. Tout simplement parce qu'on savait comment, en fait, quel était le processus de contraction, enfin, d'être atteint par ces deux maladies. Et on arrive, hein, globalement, à le contrôler. Alors, chaque année, maintenant, on a quelques cas, mais voilà, ce n'est pas quelque chose enfin, qu'on arrive à contrôler. Voilà. Par contre, il faudrait arriver à déployer ce genre peut-être de processus sur les pays les plus touchés. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une décision politique à l'échelle mondiale, plus qu'à notre échelle. Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a les solutions. Après, pourquoi on ne les met pas en place? C'est un peu comme la variole, quand il y a eu une volonté de l'éradiquer, ça s'est éradiqué quand même relativement rapidement. Et il y a eu un effort qui a été fait à travers toutes les nations parce que ce qui se passait dans un pays influençait l'autre pays. Donc, on a réussi. Mais c'est effectivement, je pense que ça dépasse le niveau scientifique. Et c'est vrai que si le paludisme se transmettait d'un pays à un autre, ben, je pense que voilà, les moyens qui ont été mis sur la COVID, ils seraient mis là-dessus. Oui, effectivement. J'aurais, moi, avant de passer à la conclusion que Manuel va faire, une petite question ou une observation, c'est que nous, évidemment, on s'intéresse aussi aux contaminants d'intérêt, qu'on appelle, nous, contaminants d'intérêt émergent, parce que des fois, c'est des contaminants qui existent depuis longtemps, mais l'intérêt commence à cause qu'on est capable de les analyser, notamment. Là, on regarde aussi la probabilité ou les endroits où ces contaminants-là ont plus de risques d'apparaître. Par exemple, dans les sorties d'hôpitaux, par exemple, pour les contaminants là, liés à la chimiothérapie ou certains médicaments qui sont utilisés seulement en milieu hospitalier. Donc, de traiter ces eaux-là à la source, c'est beaucoup plus facile de traiter une eau qui est très contaminée qu'une eau qui est peu contaminée. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur des objectifs comme ça en Europe? Est-ce que oui. Alors, par contre, c'est assez intéressant l'approche parce que nous, ce qui a été, on a identifié clairement, bon, sur les produits pharmaceutiques, on a identifié forcément que la source la plus importante, c'était la sortie des hôpitaux. Mais en fait, nous, les hôpitaux, alors, ça, probablement chez vous, c'est pareil, mais ils sont généralement dans des grandes agglomérations. Et en fait, ils sont plutôt partis sur le fait que la dilution dans le réseau abattait tellement la molécule qu'il valait mieux jouer sur la dilution et faire du traitement à la station d'épuration, voire à essayer de rajouter un traitement tertiaire, plutôt que de monter des usines de traitement sur les hôpitaux. Voilà, c'est plutôt là ça. Par contre, pour revenir sur votre réflexion, alors c'est intéressant parce que nous aussi, on s'intéresse aussi à des contaminants d'intérêt émergents. Et alors nous, on s'intéresse notamment par rapport à la santé publique et à l'alimentation, et sur des matrices autres que l'eau, et notamment, donc, on s'intéresse à des pesticides conventionnels. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des polluants émergents. Mais par contre, avec cette, on va dire, cette volonté de travailler dans du bio, d'utiliser les ressources en termes d'irrigation, etc., comme on a des eaux de surface qui sont de plus en plus contaminées et qu'on trouve de plus en plus de résidus de pesticides dans les eaux de surface qu'on utilise pour de l'irrigation, là, il y a un fort intérêt d'aller rechercher ces contaminants dans les matrices alimentaires, dans les salades, dans vraiment des matrices que l'on mange. Donc là, on a eu un projet qui était assez inquiétant quand même, parce que pour des cultures qui étaient dites bio, c'est-à-dire sans pesticides, mais par contre irriguées avec de l'eau de surface, on retrouvait quand même des traces de pesticides dans les matrices que l'on consommait. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de comportement qui font qu'on a aussi des déplacements de contamination, et on a beau connaître la cinétique, le comportement de certains contaminants, bien connus depuis plusieurs années, en fait, on s'aperçoit qu'il y a d'autres intérêts, pour le coup, émergents qu'il faut aller investiguer. Donc, je vous remercie beaucoup. Une conférence très intéressante aujourd'hui, M. Rohig. C'est très apprécié de vous avoir eu avec nous.
vais laisser maintenant la conclusion, le mot de la fin, puisque c'est la dernière conférence de la saison. Emmanuel Rodriguez. Emmanuel, tu veux prendre la parole? Oui, merci. Je réitère le remerciement, M. Roy. Très intéressant et surtout très bien vulgarisé comme enjeu. Et je profite aussi de l'occasion, comme François disait, pour dire que c'est la conférence de clôture pour cette série de conférences d'hiver-printemps qui était un succès. Nous avons eu 11 conférences avec celle d'aujourd'hui, auxquelles ont participé au total 600 personnes, un peu plus que 70 par conférence. Ce qui est très bien, un peu à la suite des conférences qu'on a eues aussi à l'été, automne 2020. Alors, nous avons décidé avec François de continuer cette série de conférences. Peut-être autrement, on va vous proposer dans les prochaines semaines des idées là-dessus. Et je termine en remerciant François Prou qui a organisé depuis le début de la pandémie ces conférences qui sur l'eau potable, mais sur plusieurs aspects reliés aux sources, au traitement, à la distribution, aux contaminants, à la santé publique, à la chimie, à la microbiologie et à l'aménagement du territoire, mais tout associé à la gestion de l'eau potable. Alors sur ce, j'espère que vous allez être des nôtres l'année prochaine dans notre série de conférences que nous allons vous proposer. Et avec cela, je vous dis bon été. Et on sera avec vous bientôt. Surveillez notre site web de la chaire et nous allons vous contacter aussi par la liste que nous avons devant nous. Merci, à bientôt. Merci, Monsieur Bonjour à Roy. tous. Oui, Merci au beaucoup plaisir de de vous votre voir au invitation. Québec. Ouais, Au plaisir de vous plaisir. voir au Québec, M. Roy. Parfait. Au revoir. Et si vous passez par le sud de la France, n'hésitez pas à venir aussi à Nîmes. Oui, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.